Mag Plus, le magazine de l'économie avec Monderzid. Chères auditrices, chers auditeurs, bienvenue dans ce nouveau numéro du magazine de l'économie, préparé et présenté par Monderzid. Le Conseil du marché financier et la Bourse de Tunis viennent de publier un guide de reporting ESG destiné aux entreprises cotées. Que désigne le terme ESG ? Quel rapport avec la RSE et le développement durable ? Quel intérêt pour les entreprises d'adopter ce référentiel ? Pour répondre à ces questions et à d'autres, nous avons invité pour vous Lotfi Talb, enseignant universitaire, directeur du département comptabilité et finances à l'ESSEC de Tunis. Lotfi, bienvenue au studio de RTCI. Merci Simon, merci pour l'invitation. Très ravi d'être avec vous et avec les auditeurs et les auditrices de RTCI. C'est nous qui vous remercions, Lotfi. Alors Lotfi, pourquoi un nouveau guide de reporting ESG ? Oui. Et tout d'abord, c'est quoi le RSE plutôt ? Oui. Donc c'est vrai que récemment, la BVMT de Tunis a déjà publié un guide de RSE. Oui. Ce nouveau guide, en quelque sorte, il fait la référence à plusieurs concepts, en particulier le concept de la RSE, les critères ESG et aussi le reporting RSE, qu'on va essayer de les exposer successivement, Simon, dans le cadre de cette émission. Commençons par le concept RSE. Voilà, le terme RSE, on va essayer de simplifier les notions. La RSE, en anglais, le Corporate Social Responsibility, peut être défini comme étant la responsabilité d'une organisation vis-à-vis des impacts de ses décisions et de ses activités sur la société et sur l'environnement, se traduisant en quelque sorte cette RSE par un comportement transparent et éthique. Si on veut essayer donc de donner une autre définition, c'est-à-dire autrement dit, on va dire que la RSE, c'est-à-dire la responsabilité sociétale des entreprises, est un concept dans lequel les entreprises, et d'une manière générale toute autre forme d'organisation, intègrent les préoccupations sociales, environnementales et économiques dans leur activité et dans leur interaction avec leurs parties prenantes. Et on va essayer d'expliquer par la suite qu'est-ce que partie prenante, sur une base volontaire. Mais c'est-à-dire qu'en fin de compte, Lotfi, au lieu de s'occuper uniquement de l'aspect économique et de l'aspect gain, comme les entreprises ont toujours été habituées, oui. Eh bien, il faudrait qu'elles joignent d'autres aspects, comme l'aspect environnemental et comme l'aspect aussi social. Très bien. Donc, tout à fait, Simon. Donc, à partir de la définition qu'on vient d'énoncer, on peut comprendre tout simplement que l'engagement, on parle d'engagement, en termes RSE, est une stratégie. Une stratégie au niveau de l'entreprise qui vise en quelque sorte à maximiser la valeur partagée entre les actionnaires, mais aussi les parties prenantes de l'entreprise avec la prise en considération de certaines dimensions qui sont en quelque sorte oubliées dans le modèle classique. Quand on parle donc de parties prenantes, ce qu'on appelle les stakeholders, c'est-à-dire tout ce qui tourne autour de l'entreprise, comme salariés. C'est ça. Donc il y a le concept partie prenante. Il intègre en quelque sorte tous les intervenants qui existent dans l'écosystème de l'entreprise. On parle d'intervenants qui existent au sein de l'entreprise, à l'instar des salariés, à l'instar des syndicats, à l'instar de l'équipe dirigeante, mais également on parle des parties prenantes qui existent au niveau externe de l'entreprise, comme les fournisseurs, comme les clients, comme les ONG, comme l'État, etc. Toutes ces parties-là vont constituer l'écosystème de l'entreprise et on parle dans un cadre général des parties prenantes de l'entreprise. Très bien. Alors, là, nous venons de définir la responsabilité sociétale de l'entreprise, mais qu'en est-il du développement de ce concept dans le monde ? Oui, il faut dire que la RSE, la responsabilité sociétale des entreprises, est un concept relativement nouveau en Tunisie. Mais il faut dire que ce concept-là, il est très bien développé dans le monde. Si on veut citer donc des exemples de pays voisins, on va dire que la France est déjà dotée d'une loi, la loi NRE, à partir de l'année 2001. Le Maroc aussi, il dispose déjà d'un guide de RSE depuis l'année 2017, mais aussi d'un reporting ESG et d'un indice ESG à partir de l'année 2018. L'Égypte aussi, elle est très développée en matière de RSE. Donc ici, si on veut essayer d'expliquer le développement de la RSE dans le monde, on peut dire, d'une part, cela s'explique par les scandales environnementaux des années 70 et 80. Vous vous rappelez très bien, Simon, de la catastrophe de l'entreprise indienne Bhopal, avec les 3000 morts et les 20 000 malades, donc ici, suite à un accident chimique, voilà. Et on se rappelle aussi de l'accident du navire à Mokoko Cadiz, en plein mer, de 19
1978, mais il faut dire que ce n'est pas uniquement le volet environnemental qui explique le développement de la RSE dans le monde. Il faut dire aussi que l'accroissement des écarts sociaux entre les populations, l'épuisement des ressources naturelles au profit des pays, on va le dire, les plus riches, a contribué aussi à l'émergence et au développement de la RSE dans le monde. Oui, donc si je veux ajouter quelque chose, donc la RSE aussi, c'est une réponse à la question de viabilité des modèles sociaux et économiques. C'est ça, oui. Mais aussi, il fallait le dire aussi, au rôle alloué à l'entreprise aujourd'hui. Donc on parle de RSE, c'est que l'entreprise aujourd'hui, elle est tenue de jouer un rôle beaucoup plus important que la recherche du profit. Donc ici, on va dire que la RSE, c'est une réponse aux défaillances des marchés et des réglementations, dès lors qu'au moins une partie prenante de l'entreprise éprouve des préférences environnementales, sociale et qu'elle exige que l'entreprise se comporte d'une manière responsable. Très bien. Alors là, on parle de RSE, on parle de développement durable, mais on parle également de, comment dirais-je, alors le développement durable, il y a ce qu'on appelle les 17 objectifs, si Lotfi, n'est-ce pas ? Si on en citait quelques-uns, du moins, pour expliquer un tant soit peu à nos auditrices et auditeurs, donc ce que sont ces objectifs-là. Je rappelle d'ailleurs que mon invité est si Lotfi Taleb, enseignant universitaire à l'ESSEC de Tunis, et que nous sommes en train de parler donc de plusieurs notions. J'espère qu'il n'y aura pas beaucoup de confusion, c'est Lotfi en tout cas, et on essaiera que vous êtes enseignant. Donc forcément, je compte sur votre, comment dirais-je, valence en termes de pédagogie pour que nos auditeurs se retrouvent dans tout ça. Ouais. On va essayer de simplifier les notions, Simon Valençon. Donc, avec votre question, la notion de développement durable, le principe du développement durable part de l'idée que les sociétés humaines, aujourd'hui, sont beaucoup dans la nécessité de vivre, sans pour autant compromettre la capacité des générations futures. C'est-à-dire, donc, si on veut essayer donc, de dire les choses autrement, on va dire que le développement durable a essentiellement pour objectif d'être à la fois économiquement viable, socialement équitable, mais aussi écologiquement vivable. Donc encore une fois, économie, sociale et écologie. C'est ça. Donc d'une manière générale, et voilà, si on veut essayer de définir la notion de développement durable, cette notion-là, elle se base sur 3 piliers interdépendants. Comme vous l'avez dit, Simon, le pilier économique, qui consiste à développer la croissance et l'efficacité économique à travers des modes de production, de consommation durable, mais dans le respect de l'éthique des affaires. Et aussi le pilier environnemental, le deuxième pilier, qui consiste, qui a comme objectif à la fois la préservation et l'amélioration et la valorisation de l'environnement et des ressources naturelles. Et le troisième pilier, comme on vient de le citer, c'est le pilier social et sociétal, qui consiste à satisfaire en quelque sorte les objectifs et des besoins humains et à répondre à un objectif d'équité sociale. Comme vous l'avez dit aussi que ce développement durable, dont on vient d'énoncer les principaux piliers en quelque sorte, constitue le socle d'un certain nombre de principes adoptés en septembre 2015 par l'Organisation des Nations Unies, connue sous le nom des Objectifs de développement durable, les ODD. Oui. Et qui définissent en quelque sorte les 17 priorités pour un développement socialement équitable, sûr d'un point de vue économique, mais aussi écologiquement prospère, inclusif et prévisible à l'horizon 2030. On parle ici de l'agenda 2030. Si vous voulez donc ici de citer quelques objectifs qui existent dans le cadre de ces ODD, on parle de l'éradication de la pauvreté, la lutte contre la faim, la santé et le bien-être des populations et des travailleurs, l'accès à une éducation de qualité, l'égalité entre les sexes, les réductions des inégalités, etc. Donc plusieurs objectifs qui existent dans le cadre de ces ODD. Très bien. Et alors, par rapport aux critères ESG, de quoi s'agit-il ? Oui, donc on a parlé de la RSE, on a parlé du développement durable. On va essayer de présenter le concept ESG, ou ce qu'on appelle les critères ESG. Donc, l'acronyme ESG, c'est un terme utilisé en quelque sorte dans la communauté financière pour désigner les 3 domaines. C'est quoi les domaines ? Environnementaux, sociaux et gouvernance. Alors le G, c'est pour gouvernance. La gouvernance, c'est-à-dire... On en parle tellement de gouvernance et de bonne gouvernance. C'est ça, les pratiques de gouvernance. On y est vraiment dedans, puisque ça constitue vraiment un des piliers, mais de l'analyse plutôt extra-financière. C'est ça. Donc, comme vous l'avez dit, donc, on vient de dire que l'ESG est la base de l'analyse extra-financière, mais aussi la base de ce qu'on appelle l'investissement responsable, qui s'articule, les critères ESG, autour de 3 piliers aussi. C'est quoi le pilier ? On retrouve en quelque sorte le pilier environnemental. En quelque sorte, le côté environnemental couvre les actions de développement durable relatives à la préservation des ressources et de la biodiversité,
à la lutte contre la pollution et le réchauffement climatique, à l'économie circulaire, à la gestion des déchets, à la réduction des émissions de gaz à effet de serre, etc. Mais ce n'est pas uniquement le pilier environnemental existe dans les critères ESG, on trouve également le pilier social et sociétal. Je ne sais pas si l'autre là, je vais vous interrompre. Ouais. Je ne sais pas, est-ce qu'il y a vraiment un choix pour commencer par le E environnemental ou ça a été fait comme ça parce que c'est... Voilà. C'est l'appellation, voilà, donc ici on est en train d'emprunter l'appellation du terme anglais. C'est ça, voilà, ouais. donc ici, mais voilà, il y a, à mon mais il y a avis, certainement une il pour vraiment commencer par le E, par exemple, au lieu du S ou au lieu du... Certainement, du G. là, il y a une certaine logique derrière. Une sorte de primauté du critère environnemental. Oui. Personne ne peut nier que les enjeux environnementaux aujourd'hui occupent une place très importante. La COP26, nous en avons vécu en Tunisie, enfin, et nous continuons à le vivre, la crise des déchets, si l'autre fille. C'est vrai. Entre autres, hein. Oui, donc le pilier environnemental, c'est un pilier de base au niveau du concept de la RSE et au niveau du reporting extra-financier des entreprises aujourd'hui. Et on va essayer de revenir à cela, Simon, par la suite, que les standards internationaux en matière d'environnement aujourd'hui se dirigent vers la voie d'être plus contraignants et plus stricts en matière de protection de l'environnement. Il y a le pourquoi. Donc, on va essayer d'expliquer ça par la suite, que le volet environnemental, aujourd'hui, il occupe un intérêt grandissant aussi bien au niveau national qu'au niveau international. Et on commence d'ailleurs la dernière COP26, voilà, et les résolutions qui ont été prises dans la résolution, c'est d'accroître le financement nécessaire pour aller vers l'avant, vers la protection de l'environnement. Et c'est un enjeu très important, aussi bien pour l'entreprise que pour les citoyens aujourd'hui. Donc revenons à notre critère ESG, on a parlé du critère environnemental, mais il n'y a pas que l'environnemental, il y a aussi le côté social et sociétal. C'est quoi le côté social et sociétal? C'est en fait toutes les actions qui retracent l'engagement. On parle d'engagement de l'entreprise en interne, c'est-à-dire le côté social, ou envers la société, on parle du volet sociétal. Ce volet, donc, il prend en compte la prévention des accidents, des maladies professionnelles, la formation du personnel, l'employabilité, le respect des droits des employeurs, l'emploi des minorités et des personnes à besoins spécifiques, l'équilibre vie privée, vie professionnelle, la notion de discrimination au travail et d'une manière générale, la promotion des droits de l'homme, tant au niveau interne ou aussi bien au niveau externe, c'est-à-dire avec toutes les parties prenantes de l'entreprise. Donc jusqu'à maintenant, on a présenté les deux piliers des critères ESG, à savoir le pilier environnemental. Il en reste un troisième. Un troisième, bien sûr, il est très important aussi, du même degré d'importance que les deux autres, à savoir le pilier de la gouvernance, qui vérifie essentiellement que l'entreprise est en train d'appliquer les pratiques de la bonne gouvernance au sein de l'entreprise, à l'instar de l'indépendance du conseil d'administration, la structure de gestion et la présence des comités au sein du conseil d'administration, la transparence sur la rémunération des dirigeants, la féminisation des conseils d'administration, aussi bien la constitution des organes de direction, la lutte contre la corruption, le principe de la légalité, etc. Bien, alors, tout cela est bien beau, si Lotfi, mais il y a une question importante, je dirais même vitale, pour le chef d'entreprise ou pour les entreprises. Quel est vraiment l'intérêt d'adopter une démarche RSE? Oui, c'est une question pertinente, Simon. Donc, il faut dire que ce qu'on cherche à travers le reporting ESG, l'engagement dans une démarche RSE, il faut dire que ce qu'on cherche surtout, c'est une reconnaissance. Une reconnaissance par le marché, par les investisseurs, auprès des fournisseurs, auprès des clients. Donc, au sens large, auprès de toutes les parties prenantes de l'entreprise qui seront en mesure, en quelque sorte, de faire des choix plus éclairés vis-à-vis de l'entreprise. Donc, il y a le concept et le principe de reconnaissance. On peut penser aussi que grâce au reporting ESG, les investisseurs potentiels seront en mesure d'identifier les risques, comme on a dit, les risques environnementaux, etc., mais aussi les consommateurs et les clients potentiels peuvent aussi évaluer les conséquences de leur achat en termes environnementaux, en termes sociaux, mais aussi économiques. Donc, pour dire, Simon, que grâce à cette information extra-financière, c'est-à-dire les critères ESG, on va dire que les investisseurs, les banques et les bailleurs de fonds d'une manière générale seront en mesure d'évaluer l'exercice de la responsabilité sociétale des entreprises vis-à-vis de l'environnement et vis-à-vis de la société et vis-à-vis de toutes les parties prenantes de l'entreprise. Très bien, donc en fait, il n'y a pas d'intérêt vraiment direct, comment dirais-je, financier, mais ça peut être au-delà de tout ça, et ça peut rapporter gros pour l'entreprise. Et cela s'explique bien, Simon, dans le changement du management aujourd'hui
on ne voit plus l'entreprise isolée et qu'elle cherche que l'intérêt strict de l'actionnaire, mais on voit l'entreprise qui existe dans un cadre plus élargi. Plutôt, et très compétitif aussi. Oui, bien sûr. Donc c'est pour ça. Oui, cela veut dire que la RSE ne va pas mettre en cause le principe d'existence de l'entreprise. Il n'y a pas de contradiction. Non, pas du tout. Mais à cela, on a ajouté quelques volets alloués à la mission de l'entreprise qu'elle pourrait en quelque sorte trouver des intérêts au-delà de la recherche du profit et au-delà de la satisfaction de l'intérêt primordial qui existait depuis des décennies, c'est-à-dire l'intérêt de l'actionnaire, et aller chercher d'autres intérêts au profit et auprès de ses parties prenantes. Très bien, alors Silot Vital, si une entreprise est intéressée par cette démarche, comment va-t-elle engager cette démarche? Quelles sont les étapes qu'elle doit parcourir? Donc, s'engager dans une démarche RSE, cela suppose on parle d'une démarche structurée en termes de RSE. Aujourd'hui, les entreprises pratiquent de la RSE, mais d'une manière volontaire. Il y a du mécénat, il y a des choses occasionnelles. Mais ce qu'on veut... C'est-à-dire que c'est comme M. Jordan qui fait de la prose sans s'en apercevoir. C'est comme un amateur. On veut chercher d'aller vers l'avant et structurer ça pour devenir en quelque sorte une démarche structurée et une démarche qui existe en quelque sorte. Et surtout qui est visible. C'est visible et bien sûr on va essayer de reporter ça. On va essayer d'annoncer notre stratégie à nos parties prenantes et à tous les investisseurs via ce reporting ESG. Donc pour dire et pour répondre à votre question, Simon, de pourquoi s'engager dans une démarche RSE. Donc pour faire le lien avec le guide qui existe et qui est déjà publié, en fait, il y en a plusieurs intérêts donc, qui peuvent exister dans l'engagement d'une démarche RSE. On va commencer par le premier qui intéresse l'actionnaire. Et donc c'est quoi? Qu'est-ce qui intéresse l'actionnaire? C'est essentiellement d'accroître la performance globale de l'entreprise. Aujourd'hui, donc ici, on ne parle plus de performance strictement financière, mais on parle d'un concept plus élargi. C'est le concept de la performance globale qui intègre plusieurs volets au niveau de l'indicateur performance. Et ce point-là, je vais dire, Simon, que les travaux académiques, dans le cadre du plan d'action de l'investissement responsable, on parle du PRI, éprouvent et montrent qu'il existe un lien significatif, positif, entre l'engagement en termes de RSE pour une entreprise et la performance financière. D'ailleurs, dans mes études académiques personnelles, on arrive également à prouver en partie, pour dire en partie, ce lien qui existe entre performance financière et engagement RSE. Donc ça, c'est le premier point, Simon. Donc ce n'est pas que la RSE ne permet pas uniquement d'augmenter la performance financière, mais aussi et surtout de répondre aux attentes des clients, aux attentes des donneurs d'ordre, aux attentes des parties prenantes de l'entreprise. La RSE aussi, elle permet d'optimiser le fonctionnement de l'entreprise et de réduire certains coûts. Certains coûts en relation avec les ressources énergétiques, avec comme vous l'avez dit, avec le recyclage des déchets, avec l'amélioration de la qualité de l'environnement de travail, etc. Et ce n'est pas uniquement ça. Donc la RSE également, elle peut contribuer à l'amélioration de l'image de marque et de la réputation de l'entreprise. Aujourd'hui, les entreprises qui s'engagent dans une démarche RSE peuvent être labellisées en termes d'une entreprise qui s'engage. Une entreprise, on parle aujourd'hui, Simon, des entreprises contributives, des entreprises engagées, des entreprises qui contribuent positivement à avoir de l'impact positif sur la société et sur les parties prenantes de l'entreprise. Et ce n'est pas uniquement ça. Aussi, l'engagement dans une démarche RSE permet en quelque sorte d'attirer les investisseurs, de rassurer les prêteurs et aussi de répondre aux exigences. Aujourd'hui, il y a la notion des agences de notation. Comme les agences de notation financière, on parle aussi des agences de notation RSE. Et c'est très important que pour une entreprise, voilà, donc ici, de répondre aux exigences des agences de notation. Juste, je vais essayer de dire une autre chose, Simon. Aujourd'hui, on parle d'une démarche RSE. La démarche RSE, il y a le volet et le principe volontaire de la chose. Oui. Ça, c'est vrai. Mais ce n'est pas uniquement ça, tout simplement parce qu'aujourd'hui, il y a aussi
les entreprises, en particulier les entreprises tunisiennes, s'inscrivent dans le cadre, ce qu'on appelle d'une chaîne de valeur internationale. Aujourd'hui, les multinationales et les grandes entreprises exigent que les entreprises, même au niveau local, s'adaptent et respectent les standards internationaux en matière de protection de l'environnement et d'une manière générale en matière de respect et d'engagement de la démarche RSE. Pourquoi ? On va essayer de se poser la question pourquoi ? Pour eux, ces multinationales, en fait, que les entreprises qui s'engagent en termes de RSE, c'est le signe d'une entreprise bien gérée. Et c'est le gage d'une entreprise bien gouvernée aussi. Et c'est très important, voilà, donc ici, d'aller vers l'avant dans une démarche RSE. Alors, rapidement, c'est là-dessus, le temps passe très vite en votre compagnie. Alors, donc, comment l'entreprise va engager cette démarche et communiquer ses engagements ? Il y a un certain nombre d'étapes à parcourir. Oui, donc je vais être fidèle à la démarche qui a été préconisée par le guide de la BVMT. Donc le guide, il propose en quelque sorte, Simon, 7 étapes. Donc rapidement, je vais essayer de résumer les différentes étapes. Ça commence par réaliser en premier lieu un diagnostic, puis identifier et mieux connaître et impliquer les parties prenantes de l'entreprise. Par la suite, on parle de l'analyse de la matérialité. C'est quoi l'analyse de la matérialité ? C'est en fait la classification et la détermination des enjeux les plus importants qui doivent être cités dans le rapport et du reporting ESG via ce qu'on appelle une matrice de matérialité à 2 axes, qui fait référence à l'importance des impacts, mais aussi à l'influence des parties prenantes. En 4e étape aussi, il existe le volet de l'intégration de la stratégie RSE dans la stratégie globale de l'entreprise, suivi par la mise en place d'un reporting ESG qui est de nature, comme vous l'avez dit tout à l'heure, à divulguer l'essentiel des engagements RSE de l'entreprise pour garantir la qualité des informations extra-financières publiées en termes d'intelligibilité, en termes de comparabilité, de fiabilité, de crédibilité, mais aussi d'exhaustivité. La 6e étape consiste à choisir les indicateurs clés de performance les plus pertinents. On parle de KPIs. Parmi une liste de 32 indicateurs proposés et consacrés aux différents piliers qu'on a présentés tout à l'heure, essentiellement le volet environnemental avec 11 indicateurs, le volet social, 10 indicateurs et le volet gouvernance avec 11 indicateurs. Enfin, il vient donc le problème, le volet publication du rapport ESG qui devrait être effectué dans le rapport de gestion d'une manière concomitante avec les états financiers annuels. Très bien, c'est là que nous allons peut-être conclure avec un aspect qui est important, comment financer cette démarche ? Oui. Le problème du financement se pose toujours. Bah oui. Donc oui, je vais dire que c'est vrai, ça pose problème, mais à mon avis, ça ne devrait pas être un frein pour la réalisation d'une démarche RSE. Il y a aujourd'hui, si on va faire le lien avec la RSE, il y a ce qu'on appelle le développement des marchés des obligations vertes, qui trouvent vraiment donc ici les green bonds. Voilà, aujourd'hui en Tunisie, on dispose déjà d'un guide pour l'émission de ces obligations vertes publiées l'année 2019. Il y a 2 ans de cela, c'est ça. Oui, on parle des obligations vertes, des obligations socialement responsables, mais aussi des obligations durables à travers lesquelles on peut aller vers l'avant et on peut financer nos engagements en termes de RSE. Ecomac Plus. Très bien, d'ailleurs, de toute façon, je pense que c'est au niveau de la loi de finances 2022, il y a certaines incitations fiscales pour l'émission des obligations de type GSS. Espérons que ça se concrétise au niveau des incitations et au niveau de la loi de finances 2022 pour aller vers l'avant dans la démarche RSE et mettre le cadre incitatif pour les entreprises tunisiennes. Et à mon avis, Simon, la Tunisie aujourd'hui n'en manque pas d'un cadre réglementaire pour la RSE. Il y en a. Oui. Peut-être ce qui manque, c'est encore plus d'avoir notre indice ESG, donc qui va essayer de retracer et va essayer donc ici de positionner les entreprises en termes de performance extra-financière. Si on va dire que l'entreprise elle est déjà dotée de la loi 2018-35 de la RSE, la Tunisie
il y en a également plusieurs stratégies thématiques, la stratégie nationale de la bonne gouvernance et de la lutte contre la corruption, la stratégie de l'économie verte, la stratégie nationale de l'inclusion financière, etc. Mais, qu'est-ce que je vais dire? Comment aller vers l'avant, concrètement, vers... On va terminer avec ça, oui. Oui, vers une démarche structurée en termes de RSE et bénéfique pour l'entreprise tunisienne. À mon avis, il y a 3 points importants. Il faut plus de sensibilisation, il faut allouer les moyens nécessaires, mais aussi, et comme on a dit, il faut trouver le cadre pour inciter les entreprises à s'orienter vers une démarche RSE. Et il devrait y avoir ce qu'on appelle une locomotive pour une démarche RSE réussie. Et ça ne pourrait être, à mon avis, donc effectué que via une collaboration publique-privée. Oui. Et on doit essayer d'allouer également de l'importance à ce concept au niveau de l'État tunisien. Donc, je vois personnellement que l'investissement responsable et les actes responsables, ça ne coûte pas grand-chose. Ça nécessite de faire de la bonne stratégie. Aujourd'hui, lorsqu'on voit que notre balance commerciale est déficitaire, et je vais vous le dire, c'est en grande partie dû à une balance énergétique déficitaire. Et la solution, elle n'est pas difficile. On peut aller vers l'avant et mettre tout le nécessaire pour le passage à une transition énergétique, pour essayer de favoriser le recours aux énergies renouvelables. Et je vois également que le budget de l'État etc. On a un problème au niveau du financement du budget parce qu'il y a des dépenses publiques très lourdes, alors les solutions existent. C'est quoi les solutions? On peut aller vers l'avant, vers la modernisation de l'administration tunisienne, moins de paperasse, etc. Et ça ne fait que du bien au niveau démarche RSE et au niveau du financement du budget. Ecomac Plus. Silote Fitalb, en tout cas, merci beaucoup pour tous ces éclaircissements. Merci pour votre intervention. Merci. Notre émission est à présent terminée. Je rappelle que notre invité, Silote Fitalb, enseignant universitaire, directeur du département finance-comptabilité à l'ESSEC de Tunis, nous a présenté le nouveau guide de reporting ESG en Tunisie. Je vous laisse avec la suite des programmes de RTCI et vous dis à la semaine prochaine. Ecomac Plus, le magazine de l'économie avec Mandorzid.